Salut mes chers élèves, dans notre cours de géométrie d'aujourd'hui, nous allons continuer avec la formule de Moivre dans les nombres complexes. Ok, donc c'est pourquoi je vous demande de conserver vos attentions sur mes cours, parce que de plus en plus, le cours devient intéressant. Et de plus, comme dans les cours précédents, il y a certains exercices que je résolvais. C'était des exercices qu'on pourrait vous proposer même dans des examens d'admission au sein de l'UEH en particulier. Donc c'est pourquoi à chaque fois que je travaille, je vous demande de prêter vos attentions. Ok, donc ce sont des exercices qui possèdent beaucoup de réflexion et qui possèdent beaucoup d'importance, même au-delà des examens du baccalauréat. Ok, voici l'exercice que nous allons résoudre. Donc, c'est un exercice très important. Déterminer le module et un argument du nombre complexe. Z est égal à 1 plus I racine carrée de 3 sur 1 moins I. 2. Déterminer les entiers naturels n tels que Z exposant n soit petit a réel, petit b imaginaire pur. Ok, c'est cet exercice-là que nous allons résoudre. D'une part, nous allons trouver le module et un argument de Z. D'autre part, nous allons calculer Z exposant n et trouver n pour que Z exposant n soit réel. D'autre part, pour que Z exposant n soit imaginaire pur. Ok, donc c'est cet exercice que je vais résoudre. Ok, donc si vous n'êtes pas encore abonné à mon channel YouTube, prière de le faire. Donc c'est ainsi que vous allez aider les autres à suivre les cours à chaque fois que je les publie. Ok, donc abonnez-vous à ce channel et aidez-moi à trouver des supports, ok, des supports de matériel ou financiers. Ok, donc ainsi allez-vous pouvoir m'encourager. Maintenant, nous résolvons l'exercice. Nous dressons les données. Dans la partie 1, on donne le nombre complexe Z égal à 1 plus I racine carrée de 3 sur 1 moins I. Ok? Maintenant, si nous devrions trouver le module de nombre complexe qui est donné sous forme de rapport, ok, donc on pourrait d'abord trouver la forme algébrique de ce nombre complexe, mais la façon dont on présente ce nombre complexe Z, puisque nous pouvons remarquer qu'ici, si nous prenons ça de façon partielle, on va pouvoir trouver un argument du nombre complexe le module est un argument du nombre complexe au numé, le module est un argument du nombre complexe au déno. Puisqu'on ignore le nombre complexe que nous allons trouver pour le rapport, si nous cherchons ce rapport, eh bien, il est plus sage de commencer par utiliser la formule. Donc, vous déterminez le module est un argument du numé, le module est un argument du déno et on fait le rapport. Ok, c'est plus sage d'utiliser cette méthode parce que on ne sait pas ce qu'on va trouver pour le rapport. Ok, si le rapport donne un nombre complexe dont la partie réelle et imaginaire pure, dont les parties réelles et imaginaires pures ne sont pas, lorsqu'on calcule cos de l'angle θ, ça ne donne pas le résultat d'un remarquable, eh bien on ne va pas pouvoir identifier un argument de Z. C'est pourquoi nous appelons Z1 le numérateur, 1 plus I racine carrée de 3, et Z2 égale à 1 moins I qui est le déno, soit Z1 et Z2, Z2, respectivement. Maintenant, nous cherchons le module de Z1. Module de Z1, c'est la racine carrée de la partie réelle au carré, soit 1 au carré, plus la partie imaginaire pure au carré, soit racine carrée de 3 au carré. 1 au carré donne 1, racine carrée de 3 au carré donne 3. C'est pourquoi l'on a racine carrée de 1 plus 3, qui donne racine carrée de 4, soit 2. On a module de Z1 égal à 2. Maintenant, pour trouver un argument de Z1, nous appelons argument de Z1, nous l'appelons θ1, tel que le cosinus de θ1, c'est la partie réelle de Z1 sur son module qui est 2. Cos θ1, c'est 1 demi. Le sinus de θ1,
c'est la partie imaginaire pure de Z1 sur son module, qui donne racine carrée de 3 sur 2. Ok? Donc, la partie imaginaire pure ici étant racine carrée de 3. Donc, suivant le tableau, puisque les deux résultats cos θ1 et sin θ1 sont strictement positifs, eh bien, suivant le tableau, puisque cos pi sur 3 donne 1/2, donc un argument de Z1 n'est autre que θ1 égale à pi sur 3. On connaît le module de Z1 qui est 2 et on connaît un argument, eh bien, on peut calculer, on peut dire que Z1 sous forme polaire, c'est 2 pi sur 3. Ok, on met deux cochets et on met respectivement module, argument. Ok, maintenant, pour Z2, on fait de même. Z2, c'est 1 moins I. Le module de Z2, c'est la racine carrée de la partie réelle au carré, la partie réelle qui est 1, plus la partie imaginaire plus au carré qui est moins 1. Ok, donc on a moins 1 au carré. Racine carrée de 1 au carré plus moins 1 au carré. 1 au carré, de même pour moins 1 au carré, ça donne toujours 1. C'est pourquoi l'on a module de Z2 est égal à racine carrée de 1 plus 1, soit racine carrée de 2. Maintenant, un argument de Z2, c'est θ2 que l'on nomme ça. C'est θ2 tel que le cosinus de la θ2, c'est la partie réelle de Z2 sur son module qui est racine carrée de 2. C'est 1 sur racine carrée de 2. En rendant rationnel, ça donne racine carrée de 2 sur 2 pour cos θ2. Le sinus de la θ2, c'est la partie imaginaire pure qui est moins 1 sur le module de Z2 qui est racine carrée de 2. Ok? Maintenant, en rendant rationnel, ça donne moins racine carrée de 2 sur 2. Donc, vous voyez à présent que cos θ2 et sin θ2 sont opposés. C'est cos θ2 qui est strictement positif. Ok? Eh bien, suivant le tableau des arguments, lorsque c'est cos qui est strictement positif, sin est strictement négatif, eh bien, on cherche, suivant le tableau qui permet de trouver un argument d'un nombre complexe, cos quelque chose qui donne la valeur strictement positive. Eh bien, c'est cos pi sur 4 qui donne racine carrée de 2 sur 2. Eh bien, le tableau des arguments nous dit que lorsque vous avez de tels cas, il faut prendre θ égale à moins la valeur possible. Puisque c'est cos pi sur 4 qui donne racine carrée de 2 sur 2, et sin θ2, puisque c'est cos pi sur 4 qui donne racine carrée de 2 sur 2, et or sin θ2 est strictement négatif. Eh bien, le tableau des arguments nous ordonne de prendre moins pi sur 4 au lieu de pi sur 4, puisque cos moins pi sur 4 va être toujours égal à cos pi sur 4. Eh bien, c'est pourquoi θ2 donne moins pi sur 4. Ok? Maintenant, on a Z2 égale à racine carrée de 2 moins pi sur 4. Ok? Z1 égale à 2 pi sur 3. Ok? Donc, on a les formes polaires de Z1 et Z2. Eh bien, on peut revenir au nombre complexe Z. On fait le rapport sous forme polaire, c'est Z1, ok, sur Z2. Donc, nous avons appris, pour effectuer le rapport de deux nombres complexes, il faut prendre le rapport des modules et la différence des arguments, respectivement. Eh bien, on fait le rapport respectif des modules, c'est 2 sur racine carrée de 2. La différence, ok, des arguments respectifs, c'est pi sur 3 moins pi sur 4. Ok? Maintenant, on rend rationnel, 2 sur racine carrée de 2. 2 sur racine carrée de 2 n'est autre que, en rendant rationnel, c'est 2 racines carrées de 2 sur 2. Et maintenant, en appliquant la règle des signes, moins par moins ça donne plus, on a pi sur 3 plus pi sur 4. Maintenant, on simplifie, 2 racines carrées de 2 sur 2, ça donne racine carrée de 2. Pi sur 3 plus pi sur 4 n'est autre que 4pi plus 3pi sur 12. En faisant le dénou commun 12, 12 qui se divise par 3 pour donner 4, qui nous donne 4pi. 12 qui se divise par 4 pour donner 3, eh bien on a 3pi. Eh bien on a 4pi plus 3pi sur 12. Eh bien maintenant, le nombre complexe Z n'est autre que racine carrée de 2, 7pi sur 12. Donc le module de Z, c'est racine carrée de 2. Et un argument de Z, c'est 7pi sur 12. Donc, on n'a pas besoin de dire que le module de Z, ici, c'est racine carrée de 2, et un argument de Z, c'est 7pi sur 12, puisque la forme abrégée, c'est une forme conventionnelle, eh bien, on sait que dans un nombre complexe, sous forme abrégée ou polaire, on a respectivement module et ensuite argument.
C'est pourquoi on donne la forme abrégée de Z, c'est racine carrée de 2, 7 pi sur 12. OK, qui représente le module et un argument du nombre complexe Z. Maintenant, pour la deuxième partie, on demande de déterminer les entiers naturels n tels que Z exposant n soit, d'une part, nous allons voir dans quel cas Z exposant n est réel, d'autre part, dans quel cas Z exposant n est imaginaire pur. Eh bien voilà, nous écrivons Z exposant n sous forme polaire. OK? Donc, suivant la formule de Moivre, pour avoir Z exposant n où n est entier naturel, donc il faut prendre racine, le module à la puissance n. Le module c'était racine carrée de 2. Eh bien on a radical de 2 à la puissance n. Et maintenant il faut multiplier un argument de Z par la puissance n. Eh bien c'est pourquoi 7 pi sur 12 est multiplié par n qui donne 7n pi sur 12. Donc Z exposant n a pour module radical de 2 exposant n et pour argument 7n pi sur 12. Maintenant, puisqu'on demande la partie réelle, donc on parle de la partie réelle de Z exposant n et la partie imaginaire pure de Z exposant n. Eh bien, on doit rechercher ces deux parties-là. C'est pourquoi nous appliquons la formule de la forme trigonométrique. On écrit Z exposant n est égal à ρ, qui est racine carrée de 2 exposant n, facteur de cos θ plus i sin θ. Donc, la valeur de l'argument de Z exposant n, eh bien, on prend son cosinus plus i par son sinus. OK? Donc, c'est radical de 2 exposant n, facteur de cos 7n pi sur 12 plus i sin 7n pi sur 12. Maintenant, nous chassons les parenthèses. Ça donne Z exposant n, c'est radical de 2 exposant n par cos 7n pi sur 12 pour la partie réelle. Et la partie imaginaire pure, on a i qui se multiplie par racine carrée de 2 exposant n par sin 7n pi sur 12. OK, voilà la forme algébrique du nombre complexe Z exposant n. Maintenant, nous avons appris dans les cours précédents, lorsque un nombre complexe est réel, cela veut dire que sa partie imaginaire pure est nulle. Eh bien, quelle est la partie imaginaire pure de Z exposant n ici? C'est cette partie-là, c'est radical de 2 exposant n par sin 7n pi sur 12. Eh bien, si Z exposant n est réel, eh bien, on peut dire catégoriquement que racine carrée de 2 exposant n par sin 7n pi sur 12, ça donne 0. Maintenant, quelle que soit la valeur que dans n, que prend n, petit n, quel que soit l'entier naturel n, racine carrée de 2 exposant n va être toujours un nombre strictement supérieur à 0, encore un nombre différent de 0. Puisque racine carrée de 2 exposant n ne va jamais être égal à 0, eh bien, dire que ce produit donne 0, c'est sin 7n pi sur 12 qui donne 0. Eh bien, on laisse cette partie qui est strictement positive. Eh bien, nous écrivons sin 7n pi sur 12 égale à 0. À présent, on fait un rappel avec les équations trigonométriques. Lorsqu'on a sin x égale à 0, eh bien, sur les équations trigonométriques, nous dit que si on a sin x égale à 0, donc on dit que x donne kpi. X est égal à kpi. Donc, là, ici, ce n'est plus x, c'est 7n pi sur 12. Eh bien, si sin 7n pi sur 12 est égal à 0, eh bien, on dit 7n pi sur 12 est égal à kpi. Donc, ordinairement, on dit k appartient à z. Mais ici, puisque n est entier naturel, 7n pi sur 12 ne va jamais être négatif. OK? C'est un nombre, ce rapport donne toujours un nombre strictement positif. Eh bien, au cas que k prend une valeur négative, eh bien, on va avoir un nombre négatif. Donc, un nombre strictement positif ne peut être égal à un nombre strictement négatif. C'est pourquoi nous prenons de préférence k appartient à n. Il est vrai que un entier naturel est aussi un entier relatif. Mais cependant, avec beaucoup plus de précision, nous posons k appartient à n. OK? K appartient à n. Maintenant, on simplifie par pi. OK? 7n pi sur 12 est égal à kpi. En simplifiant par pi, puisque pi est un nombre, est une constante réelle, eh bien, donc 7n sur 12 donne k. On fait le produit des extrêmes est égal à celui des moyens. Donc 7n donne 12k. Donc ici, on a une égalité. Puisque k et n sont deux entiers, ok, c'est deux entiers naturels, eh bien, on peut utiliser les notions sur les critères de divisibilité. Le théorème de Gauss en particulier. Donc, avoir 7n égale à 12k,
puisque 7 et 12 sont premiers entre eux, eh bien, si 7n donne 12k, eh bien, on peut avoir, ok, on peut avoir n égale à 12 alpha, où alpha est entier naturel. Ok, donc, c'est n qui nous intéresse, donc on peut se méfier de la valeur de k, même si k pourrait avoir sa valeur également. On pourrait dire que k est égal à 7 alpha, n égale à 12 alpha. Mais c'est la valeur de n qui nous intéresse ici. Et bien, suivant le théorème de Gauss, on écrit n égale à 12 alpha, alpha appartient à n. Maintenant, si alpha appartient à n et n est égal à 12 alpha, vous voyez, à chaque valeur de alpha, donc n, la valeur de n va se comporter comme une suite arithmétique dont le premier terme c'est 0 et dont la raison c'est 12. On va avoir 0, 12, 24, 36, etc. Donc cela veut dire que la valeur de n, donc les valeurs de n, les valeurs de l'entier naturel, ok, les valeurs de n vont se comporter suivant une suite arithmétique dont le premier terme c'est 0, puisque alpha appartient à n, on va partir à 0, dont le premier terme c'est 0 et dont la raison est 12. Ok? Donc on va avoir 0, 12, 24, 36, 48, 60, etc. Et bien donc c'est ça pour la valeur de donc les entiers naturels n tels que z exposant n soient réels. Ok? Maintenant pour la deuxième partie. La deuxième partie c'est encore, ça concerne z exposant n à nouveau, mais c'est dans ce cas le cas où z exposant n est imaginaire pur. Eh bien, z exposant n est imaginaire pur, c'est lorsque la partie réelle est nulle. La partie réelle qui est racine carrée de 2 exposant n par cos 7n pi sur 12, eh bien on pose ça égal à 0. Ok? Donc, comme pour tout à l'heure, puisque racine carrée de 2 exposant n est toujours différent de 0, eh bien avoir ce rapport nul, avoir ce produit nul, eh bien c'est avoir cos 7n pi sur 12 égale à 0, puisque ce nombre va être toujours différent de 0. Donc on a cos n pi, donc cette équation-là, cette équation est équivalente à cos 7n pi sur 12 égale à 0. Ok, si nous faisons un rappel également pour l'équation et pour les équations trigonométriques et les cas particuliers, on a appris que lorsque cos x donne 0, eh bien une valeur, donc la solution c'est x égale à kpi plus pi sur 2. Lorsque cos x est égal à 0, x donne kpi plus pi sur 2. Eh bien la valeur de x ici, dans l'équation, c'est 7n pi sur 12. Eh bien 7n pi sur 12, c'est kpi plus pi sur 2 que ça donne. Encore k appartient à n. Parce que au cas que k prend une valeur négative, moins 1 par exemple, on va avoir moins pi plus pi sur 2. Moins pi plus pi sur 2 va être négatif. Et bien normalement, puisque 7n pi sur 12 est un nombre strictement positif, k ne peut être négatif. Et bien c'est pourquoi nous prenons k appartient à n. Et bien maintenant, on a 7n pi sur 12 égale à kpi plus pi sur 2. Maintenant, nous multiplions chaque membre par 12. 7n pi sur 12 multiplié par 12, ça donne 7n pi. Kpi multiplié par 12, ça donne 12 kpi. Pi sur 2 multiplié par 12, ça donne 6 pi. Ok, maintenant, on met pi en évidence dans chaque équation. On a 7n pi est égal à 12k plus 6 par pi. Et maintenant, on simplifie par pi. Donc, ça donne 7n égale à 12k plus 6. Ok, donc, si nous transposons, on pourrait avoir 7n moins 12k égale à 6. Donc, ici, on a une équation. C'est une équation, mais où n et k, les deux inconnus, sont des entiers naturels. Ok, donc, ça c'est un cas particulier pour l'équation diophantienne. L'équation diophantienne résout ordinairement, donc généralement, dans Z. Ok, mais cette équation diophantienne va être résolue dans N. Ok, donc l'équation diophantienne résout normalement dans Z carré. Parce qu'on va toujours avoir. Ok, donc ça résout, par exemple, si c'est en dimension 2, l'équation diophantienne se résout ordinairement dans Z carré, ok, avec deux inconnus.
Mais maintenant, avec des valeurs, ok, n et k, qui sont des entiers naturels, eh bien, on va résoudre ça dans n carré. Ok, mais parfois, pour résoudre l'équation diophantienne, d'abord, on utilise le théorème de Bézout pour prouver que l'équation admet au moins une solution. Mais avec l'algorithme d'Euclide, on cherche une solution particulière et ensuite donner la solution générale. Ok, mais ici, on n'est pas en train de dispenser un cours sur l'arithmétique modulaire. Ok, donc on doit gagner notre temps. Et de plus, l'équation diophantienne se résout généralement dans Z. Parfois, la résolution, ok, de l'équation, donc la solution particulière pourrait être donnée avec des coupes de nombres négatifs, ok? Et donc on pourrait trouver deux nombres négatifs. Mais puisque c'est dans n carré qu'on va résoudre ça, eh bien, ce n'est pas nécessaire d'aller passer tout son temps à utiliser l'algorithme d'Euclide pour trouver une solution particulière. Parce que la solution particulière, parfois, peut être lue dans l'équation. Eh bien, nous allons, suivant notre intelligence, trouver deux valeurs entières positives, ok, deux valeurs entières et positives, vérifiant cette équation. Ok, donc si nous revenons à l'équation 7n égale à 12k plus 6, 12k plus 6 est multiple de 6. Parce que si nous mettons 6 en évidence, on va avoir 6 facteurs de 2k plus 1. Eh bien, nous remarquons que 7n est multiple de 6. Puisque 7 et 6 sont premiers en E, si 7n est multiple de 6, c'est n qui est multiple de 6. Eh bien, normalement, sans utiliser l'algorithme d'Euclide, eh bien, un élève peut essayer avec les multiples de 6 pour n et ensuite déduire la valeur de k. Eh bien, par exemple, la première valeur de multiple de 6 que n peut prendre, c'est 0. Mais avec n égale à 0, c'est sûr qu'on va trouver une valeur de k non seulement strictement négative et qui n'est pas entière. Okay? C'est une valeur qui n'est pas entière. Donc avec n égale à 0, donc on ne va pas pouvoir trouver une bonne valeur de k. Okay? Eh bien maintenant, nous laissons ce cas. Nous prenons la deuxième valeur possible de n, c'est 6. Parce que n doit être multiple de 6. Ok? Eh bien, normalement, juste avant même de résoudre cette équation, le théorème de Gauss, c'est le théorème de Bézout. Ok? Donc, on ne peut pas résoudre l'équation sans vérifier si cette équation-là admet deux solutions. Eh bien, si nous remarquons ici, il y a 7, il y a 12. 7, 12 comme coefficient des inconnus. Et le résultat est 6. Eh bien, suivant le théorème de Bézout, puisque PGCD de 7, 12, c'est 1, parce que 7 et 12 sont premiers en E, et le résultat 1, qui est le PGCD de 7, 12, le résultat 1 divise le résultat 6, ok, de l'équation. Puisque 1 divise 6, eh bien, l'équation a au moins une solution. Puisque l'équation a au moins une solution, eh bien, on peut continuer à prendre n comme multiple de 6 et essayer de trouver une valeur de k possible. Donc, parfois, on pourrait faire ça au bouillon. C'est lorsqu'on vous demande de trouver la solution particulière comme question. Si on ne vous demande pas de trouver la solution particulière pour l'équation diophantienne, donc si on ne demande ça pas comme une démarche, si ce n'est pas une démarche et proposée par l'auteur du texte, eh bien on pourrait proposer une solution particulière sans démarche. Ok? Eh bien maintenant, ce que je fais ici, je vous donne une instruction qui vous permettra de trouver une solution particulière, eh bien, sans perdre son temps. Ok? Donc comment? Puisque n est multiple de 6, ok, 7n est multiple de 6, puisque 7 et 6 sont premiers en E, eh bien n est multiple de 6. Eh bien nous essayons avec 0. 0 ne vérifie pas l'équation. Ok, parce que avec 0, on doit avoir une valeur de k
qui n'est pas entier naturel. Et bien maintenant, nous essayons avec le deuxième n multiple de 6. OK? N doit être multiple de 6. Nous prenons, maintenant c'était 6 par 0, maintenant c'est 6 fois 1 qui donne 6. Avec 7 fois 6, on a 42. Et bien, puisque le résultat donne 6, on doit retrancher 42 de 36. Et bien, la valeur de K associée, c'est 3. Et bien, on peut avoir 7 par 6 moins 12 par 3. Donc, vous voyez, donc, je vous donne la façon dont je fais choix de n égale à 6 et K égale à 3. Donc, ça pourrait avoir une infinité de solutions. Parce que le théorème de Bézout nous dit que puisque PGC de 7, 12 donne 1 et 1 divise 6, alors l'équation admet au moins une solution. Eh bien, au moins une solution pourrait être une infinité. Eh bien, c'est pourquoi 6, n égale à 6, k égale à 3, c'est une valeur possible. Mais ce n'est pas l'unique valeur possible. Ok, donc le couple NK, c'est 6, 3, mais vous pouvez trouver d'autres couples possibles. Ok, donc on continue avec l'équation. Puisque n est multiple de 6, et nous faisons n égale à 6, et quand n égale à 6, on trouve k égale à 3. Donc on fait ça au bouillon. Et bien maintenant, puisque n égale à 6 et k égale à 3, et bien 7n moins 12k, c'est 7 par 6 moins 12 par 3. Maintenant, on transpose 7n, on transpose 7 par 6, on a 7n moins 7 par 6. Et on transpose moins 12k au second membre, eh bien on a 7n moins 7 par 6 égale à 12k moins 12 par 3. Maintenant, nous mettons 7 au premier membre en évidence, on met 12 au second membre en évidence. Eh bien maintenant, on a 7 facteur de n moins 6 est égal à 12 facteur de k moins 3. Mais l'objectif de cet exercice, ce n'est pas la valeur de k, mais c'est la valeur de n. Même que on pourrait trouver en même temps les valeurs de n et de k, mais c'est la valeur de n qui nous intéresse. Eh bien, le théorème de Gauss nous permet de dire, puisque 7 et 12 sont premiers en E, eh bien, n-6 doit être multiple de 12. Eh bien, on écrit n-6 égale à 12 bêta. OK? Et si on transpose, puisque c'est la valeur de n qui nous intéresse, mais ce n'est pas celle de n-6, c'est la valeur de n exactement. Eh bien, nous écrivons n est égal à 12 bêta plus 6, où bêta est entier naturel. OK? Donc, cela veut dire, un variant bêta, lorsque bêta donne 0, on va avoir n égale à 6. Pour bêta égale à 1, n égale à 18. Pour bêta égale à 2, on va avoir n égale à 30, etc. OK? Donc, on a 6, 18, ensuite 30, eh bien c'est encore une suite arithmétique. OK? Ici, on a à nouveau une suite arithmétique, mais dont le premier terme c'est 6. OK? Donc ça varie suivant une suite arithmétique de premier terme 6 et dont la raison est 12. OK? Donc c'est deux mêmes raisons que dans la partie A, mais le premier terme de la partie A était 0, mais ici le premier terme c'est 6. OK? Donc c'était tout pour aujourd'hui. Donc veuillez m'envoyer vos questions. Donc je n'ai pas encore dispensé des cours sur l'arithmétique modulaire. Donc si vous voyez que cette partie pour l'équation Diophantine vous paraît un peu compliquée, donc vous pouvez m'envoyer des questions et je serai très content de vous les répondre. Merci et à la prochaine.